Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, qui est une deuxième partie de la vidéo précédente que j'ai faite sur les noms de famille américanisés des Canadiens français lorsqu'ils ont émigré aux États-Unis. Eh bien, dans cette deuxième partie, j'ai eu quelques suggestions dans les commentaires, donc merci beaucoup pour vos nombreux commentaires. Et j'ai également eu une excellente question qui était celle de où est-ce que je tiens mes sources? Donc, étant donné qu'on est sur une chaîne de généalogie génétique, ben, je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais en profiter avec cette question-là pour montrer la démarche, en fait, généalogique de pouvoir avoir des sources quand on fait des recherches. Donc, c'était une excellente question. Et vers la fin de la vidéo, avec les deux derniers exemples, je vais montrer la démarche et comment pouvoir recouper les informations et corroborer les faits dans plusieurs actes. Donc, sans plus tarder, la deuxième partie. Donc, on voit ici le nom de famille qui est américanisé, là, en fait, qui a été utilisé par les gens aux États-Unis, qui est V-I-G-U-E. Eh bien, on le voit ici dans un recensement et également un acte de baptême d'un des enfants. Ce qu'on voit, c'est V-I-G-U-E ici, et également ici Augustus Vigu ici aussi. On voit clairement que le lieu de naissance était le Canada, donc c'est bien des immigrants canadiens-français. Et ce document-là ici, il a été coupé, mais c'est un acte de naissance. Et ça ici, c'est un recensement. Donc, quel était le nom de famille lorsque les gens étaient au Québec, qui a été changé pour V-I-G-U-E? C'était Veilleux. Donc, Veilleux est devenu Vigu. Je suis même allé sur un site là, pour voir comment c'était prononcé. C'est pas très scientifique là, parce qu'il y avait juste 3 personnes qui ont proposé des prononciations, mais on voit que c'est pas prononcé Vigu, évidemment. Ça semble prononcer, comme ça l'indique en bas, Vigiu, en fait. Donc, ça resterait un peu plus proche de Veilleux que de juste Vigu, là, en fait. Donc, si c'est prononcé Vigiu, ça peut effectivement se rapprocher de Veilleux, et ça serait l'explication de cette transformation de nom-là. Deux autres exemples, donc William Boucher et Eva Searway. Le premier va être un peu plus évident, peut-être pour les Québécois. On voit ici donc William Boucher, et en bas, ben, il y a Eva Searway. Donc, le premier nom de famille, probablement que les Québécois vont le deviner plus facilement. Le deuxième, peut-être un peu plus difficilement. Eh bien, le premier était Guillaume Boucher, évidemment. Et le deuxième, c'était Eva Sirois. Donc, on se rappelle, dans la première vidéo, il y avait Benway, qui était devenu Benoît. En fait, vice-versa. Benoît qui était devenu Benway. Eh bien, on voit vraiment que la prononciation en OI était vraiment prononcée way à cette époque-là, là, dans les années 1800. Parce que l'autre exemple qu'on a, mais c'est que Sirois est devenu Sirway. Donc, deux autres exemples. On a maintenant Félix de Mars et Louise Do. Donc, on voit ici de Mars, même avec un M majuscule, Félix de Mars. Et ici, on a Louise Do ici. Avec on reprend Félix de Mars ici. Et on a même un Sirois qui revient. Donc, ben, le premier, encore une fois, doit être un peu plus évident pour les Québécois. Là. De Mars, qu'est-ce que c'était pour les Canadiens français. Le deuxième, peut-être un peu plus difficile. Eh bien, c'était évidemment Félix Demers. Et Louise Do, en fait, c'était Louise Daou. Donc aujourd'hui, en 2024, souvent l'épellation de ça, en fait la prononciation de ce nom-là, c'est effectivement Daou, donc on prononce le A, mais à l'époque, probablement qu'il a été prononcé d'une façon que ça a été écrit Do finalement. C'était donc un autre exemple. Ensuite, on arrive avec un nom un peu plus particulier, surtout pour les Québécois, là, quand on prononce C-O-L-I-C-E. Et Greenwood, c'était aussi une autre suggestion que j'avais eue dans les commentaires. De même que le premier, le Veilleux, c'était une suggestion aussi. Donc, ce nom-là, qui est Collis Greenwood, on le voit ici aussi écrit. Donc, Collis Greenwood ici. De même que sur le monument funéraire, la pierre tombale.
Eh bien, c'était Calixte Boisvert. Donc, un autre exemple qui est pas par l'épellation, là, c'est par traduction, donc bois vert, qui est devenu Greenwood, donc une traduction littérale. Et ben, c'était Calixte, le prénom. Ensuite, deux derniers exemples, et c'est avec ces exemples-là que je vais vous montrer, là, suite à la question que j'avais eue, là, comment on fait en fait juste pour voir un nom de famille et prétendre que le nom était pas pareil en canadien-français ou en québécois. Avec ces deux exemples-là, je vais vous expliquer quelle est la démarche et quelles sont les sources. Donc, le premier exemple, il y a Louis Barney et Emily Seymour. Donc, on voit ici Barney. C'est peut-être un petit peu difficile à lire, mais c'est Louis Barney. Et en bas, ben, il y a Emily Seymour. Qu'est-ce que ça pouvait être dans les noms francophones de ça? Eh bien, c'était Louis Bernier et Émilie Simard. Donc, Simard qui est devenu Seymour et Bernier qui est devenu Barney. Donc, avec ces deux derniers exemples-là, je vais vous expliquer la démarche, que c'est pas juste une interprétation de ma part, là, de voir des noms sur des documents et de deviner qu'est-ce que c'était. Il y a une démarche derrière ça. Donc, si on prend la question, donc, comment prouver que c'est la même personne qui a changé de nom? Eh bien, il faut recouper les sources ou en fait corroborer plusieurs documents. Donc, souvent en généalogie, en fait, là, ça c'est une procédure qu'on fait pas seulement là, pour ce genre de vidéo-là, mais évidemment, c'est la démarche généalogique d'avoir des sources sur les gens qu'on trouve. Donc, il y a trois actes principaux qu'on peut aller chercher, qui est les initiales de ces actes-là, c'est BMS pour baptême, mariage et sépulture. Donc, sur, par exemple, le premier qui est énuméré ici, donc sur le baptême, notamment, ce qu'on peut avoir, ben, c'est non seulement la date de naissance de la personne et évidemment son nom, mais également le nom de ses parents. Il y a certains pays, certaines provinces qui vont rajouter évidemment le nom des parrains marraines aussi. Donc souvent, ça peut être les grands-parents de l'enfant. Et j'ai même vu des actes de mariage aussi. Il y a beaucoup plus d'informations que sur les actes québécois qui sont pourtant assez bien fournis comme information. Les actes de baptême, mariage et sépulture au Québec sont assez bien documentés. Mais ceux qui m'ont le plus étonné, moi personnellement, c'était des actes de mariage et de baptême de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc un territoire français où est-ce qu'il y avait un seul acte de mariage pouvait prendre littéralement 3 pages ou 2 pages et demie. Où est-ce que ça raconte presque l'histoire de la personne là, avec les grands-parents, de quelle région ils venaient et tout, et ça prend souvent plus de 2 pages juste pour un seul acte, donc très bien documenté. Et justement, ben, sur un acte de mariage, ce qu'il y a d'utile, c'est qu'il y a ben, évidemment le nom des deux époux et le nom des 4 parents. Donc, c'est comme un acte de baptême, mais en double. Donc, c'est quand même très précieux comme acte d'avoir l'acte de mariage, qui donne souvent aussi, en tout cas au Québec, on voit si la personne était mineure ou majeure. Il faut faire attention par contre parce que l'âge de la majorité a changé dans le temps. Là. Présentement, en 2024, on est majeur à 18 ans au Québec, mais autrefois, au Québec et au Canada, l'âge de majorité a varié. Donc, ça pouvait être 21 ans ou un petit peu plus vieux que 18 ans, en tout cas. Donc, il faut juste faire attention quand on voit que la personne était mineure lorsqu'elle s'est mariée. Ben, peut-être qu'elle avait 18 ans ou 19 ans, mais qu'à cette époque-là, l'âge de majorité n'était pas le même dans la province ou le pays. Donc, c'est ça. Acte de mariage où on peut voir ben, les noms des deux époux, les noms des 4 parents. Il y a des témoins aussi qu'on peut aller voir lorsque les gens savaient signer, ben, on peut voir les personnes présentes. Des fois, ça mentionne que c'est des frères et sœurs et des gens comme ça. Les recensements aussi sont très utiles parce que non seulement, encore une fois, on voit ben, les deux personnes principales du ménage. Là. Donc, la personne et sa conjointe. Souvent, c'était l'homme qui était le chef du ménage là, dans les premiers recensements. On voit aussi la liste de tous les enfants et leur âge, parfois même leur date de naissance. Mais généralement, on a au moins leur âge. En général, surtout justement pour les Canadiens français qui sont allés aux États-Unis. Ben, les recensements de Nouvelle-Angleterre et ces États-là, généralement, vont lister tous les gens de la famille, donc le nom de famille du chef de famille, mais ensuite tous les prénoms des enfants, leur âge, parfois la date exacte de naissance. Donc ça aussi, c'est des documents intéressants. Puis évidemment, on peut voir où est-ce qu'ils habitaient, là, le recensement de la ville en question.
Ensuite, ben, sépulture, évidemment, on a le nom du conjoint. Et souvent, ce qui est pratique sur les actes de sépulture, c'est qu'on a l'âge au décès. Donc, on peut réussir à trouver ou à aiguiller nos recherches pour le baptême de cette personne-là, ou même le mariage. Là. Mais si on a l'âge à son décès, mais ça peut cibler une ou deux ou quelques années là, assez précises pour aller ensuite dénicher le baptême de la personne pour avoir ses parents. Parce que sur un acte de sépulture, il y a rarement les parents. Mais il y a au moins le conjoint et l'âge de la personne. Et ensuite, ben, il y a tous les autres actes. Là. Ce ne sont pas les BMS dont je parlais. Là. Donc, les actes qui sont précieux en généalogie, c'est baptême, mariage, sépulture. Mais évidemment, tous les autres actes notariés aussi peuvent faire l'affaire des certificats médicaux. Aux États-Unis, il y en a. Là, quand les personnes sont décédées, on peut accéder aux fiches de quelles sont les raisons des décès et tout ça. Les demandes gouvernementales, là, donc tout ce qui pourrait être des gens qui sont devenus citoyens américains. Parfois, on a accès à ça, là, notamment sur le site Ancestry ou Family Search ou des sites comme ça. On peut voir ces genres d'autres documents-là qui sont plus des documents civils au lieu d'être des actes religieux. Et j'ai rajouté Pierre Tombal. Là, il y en a certains qui vont dire que c'est pas des sources assez fiables. Effectivement, là, parfois sur les pierres tombales, l'année de décès, l'année de naissance va être parfois estimée par les gens qui survivent. Donc si la personne était la dernière de sa famille, et souvent ça peut y aller de mémoire, là, si on n'a pas retrouvé les documents de la personne, ben parfois ça peut arriver que même sur une pierre tombale, l'année de naissance de la personne ou l'âge à son décès soit parfois estimé parce que ben la personne, c'est ceux qui restent vivants qui peuvent estimer quelles étaient les informations de cette personne-là. Mais ça peut quand même rester. Moi, je le compte quand même comme étant une source. Ça peut faire une source additionnelle du moins. Et parfois, mais c'est même la seule source qu'on peut trouver d'une personne. Mais si on trouve pas les autres actes facilement, ben c'est quand même mieux d'avoir une photographie de pierre tombale que de rien avoir du tout. Donc, en ayant ce genre de document-là, et évidemment plus d'un par personne, ben on arrive à retracer le chemin de la personne depuis sa naissance jusqu'à son mariage, au baptême de ses enfants et jusqu'à son décès, et tous les événements de vie là, qui peuvent être justement là, lorsqu'ils sont devenus citoyens américains ou des choses comme ça. Donc, deux exemples de cette démarche-là. Donc, ici, on va avoir deux recensements du Massachusetts. On voit ici que c'est un comté de Hampden au Massachusetts. Et le premier va être de 1870 et le second de 1880. Donc 10 ans d'écart entre les deux. Et dans celui de 1870, évidemment du même comté dans les deux cas, et celui de 1880, ce qu'on va trouver, c'est dans celui de 1870 et à côté celui de 1880, ben on va vraiment voir que les noms se recoupent. Donc, Louis Bernier était écrit dans celui de 1870, alors qu'il est devenu Louis, peut-être même Lewis, là, mais du moins le nom de famille a littéralement changé pour Barney. On voit que ça finit par un grec ici. On voit ici que c'est un A et que c'est plus un E. Donc, en l'espace de 10 ans, ça a changé. On voit que l'épouse ici s'appelait Louise, c'est devenu Louise ou Louisa. Et j'ai mis les flèches pour indiquer là, que justement le Louis Bernier en 1870 avait 39 ans. Donc Louis Barney ici est rendu ici je crois que c'est écrit 48 ans. C'est parce que les mois des recensements n'étaient pas les mêmes mois. Donc c'était à 10 ans d'écart, mais pas exactement la même journée du même mois. Donc c'est quand même écrit 48 ans ici. Donc de 39 à 48 pour Louis. Son épouse, Louisa, qui a passé de 32 ans de l'autre côté à 42. Ensuite, évidemment, ben, Louis ici, Louis Junior, visiblement, avait 15 ans en 1870, donc il est plus dans le recensement de 1880 parce qu'il devait avoir 25 ans. Il a dû fonder sa famille. Mais ici, il y avait Victor. J'ai indiqué la flèche en bleu parce que j'ai pas vérifié. Mais on voit que dans l'habitation d'à côté, l'adresse d'à côté, il y a un Victor Barney aussi. J'ai pas cherché si c'était effectivement le fils de Louis, mais il y a 23 ans ici. Donc il y a quand même un Victor en 1870 qui faisait partie de la famille de Louis. Et évidemment, 10 ans plus tard, ben, un Victor de 10 ans plus vieux dans le recensement de 1880.
Donc, j'ai supposé que c'était lui, mais évidemment, ça serait à rechercher de façon un peu plus exhaustive. Et on voit deux autres exemples. Donc, Marcel en 1870, Marcel 2LE. Donc, une fille qui avait 8 ans en 1870 et Albina qui avait 6 ans. Eh bien, ils ont effectivement chacune 10 ans de plus en 1870 et 1880. Donc, ça, c'est un exemple qu'avec un seul recensement, il y a quand même assez d'informations. Les prénoms sont les mêmes. Les âges passent de 10 ans plus vieux. Donc, on peut en déduire que Louis Bernier est devenu Louis Barney en un espace de 10 ans au Massachusetts. Là, je vais donner un autre exemple avec davantage de sources. Donc, c'était le cas de Emily Seymour, qui était Emily Simard. Mais en fait, on voit ici un certificat de décès, justement, du New Hampshire, où est-ce qu'on voit que le même nom est cité là. On voit aussi que les dates de décès concordent exactement. Donc, 18 juillet 1963, c'est exactement la même que sur la pierre tombale. Donc, c'est très rare qu'une date de décès va être erronée sur la pierre tombale. Souvent, c'est plus la date de naissance ou l'âge. Mais normalement, la date de décès devrait être la bonne. Ensuite, ce qu'on a, j'ai retrouvé un recensement du Canada, donc en fait de la province de Québec, de 1901. Et dans ce recensement-là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a la date de naissance. On voit ici Thomas Simard et la famille de Thomas. On retrouve Émilie Simard ici, qui est née le 20 juillet 1886. Mais ça donne ici que c'est la bonne date, 20 juillet 1886. Sur le certificat de décès, ça dit le 15 juillet. J'ai mis la barre, désolé, là, j'ai mis la barre verte sur le 7, mais c'est un 7 ici pour le 7e mois. Donc 15 juillet 1885. Pourquoi c'est pas exactement la même? Ben comme je mentionnais plus tôt, l'information qui est sur ce certificat de décès-là a été remplie par le frère d'Émilie. Donc probablement qu'il est allé de mémoire ou qu'il n'y avait pas les documents avec lui. Donc sur le certificat de décès qui a été révélé, les informations ont été mentionnées par le frère de la défunte. Ben peut-être qu'il est allé de mémoire et ça n'a pas été exact, mais sur la pierre tombale, on voit que c'est vraiment 1886 et que c'est le 20 juillet, qui est exactement la même date du recensement de 1901 au Québec. Et on voit aussi que le nom de la défunte sur le certificat était Thomas Seymour. Eh bien, effectivement, dans le recensement, c'est Thomas Simard qui est là. Donc, une information de plus. Donc, c'est un autre exemple de pouvoir corroborer les sources. Donc, on part d'une pierre tombale, on trouve un certificat de décès, on peut remonter jusqu'à un recensement, donc utilisation quand même de 3 sources différentes. Et avec les informations qu'il y a, là, la date de décès qui est exactement la même que le certificat. Ensuite, le père ici, qui est le même que là. Il y a juste la date de naissance là, qui varie un peu, mais comme je disais, là, c'est le frère de la défunte qui a mentionné les informations. Mais sur la pierre tombale, c'est probablement qu'ils ont eu le temps de vérifier les informations et de mettre la bonne information sur la pierre tombale. Donc voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo des noms qui ont été américanisés suite aux émigrations des Canadiens français vers les États-Unis. Je vous remercie encore beaucoup pour votre engouement sur la précédente vidéo, donc la partie 1. Je m'attendais vraiment pas à un tel engouement. Donc, chose promise, chose due, j'ai fait cette deuxième partie. J'espère que ça vous a autant diverti. Et désolé d'avoir passé un long moment à la fin pour expliquer, mais je trouvais la question pertinente quand même. Et étant donné que c'est une chaîne de généalogie génétique, il faut quand même un peu parler de généalogie et pas juste de faire une espèce de quiz de nom de famille qui change et indiquer que ça fait quand même partie d'une démarche qui a eu des vérifications pour toutes les personnes qui figurent dans les deux vidéos. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.